Donc bonjour à tous. Merci, bonjour. Je vais d'abord vous présenter, si vous permettez. Bienvenue pour cette nouvelle intervention. On enchaîne ici à l'espace Fig Talk avec Sentinel One. Et donc là, eh bien, on va parler avec le Clusif et notamment le panorama global de la cybercriminalité. Ça va intéresser beaucoup de monde. C'est pour ça que vous êtes nombreux et nombreux. C'est bien normal. Et vous avez les meilleurs interlocuteurs avec les représentants du Clusif, la personne de Jérôme Billois qui est administrateur, il est là, et Loïc Guizzo qui est vice-président. Vice-président, c'est ça. Merci monsieur. Eh bien bienvenue à vous, c'est parfait, on y va pour le panorama, c'est à vous. Merci. Alors c'est un exercice déjà qui est difficile. On le fait depuis plusieurs années, on sait que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que le panorama annuel de la cybercriminalité du Clusif, c'est une conférence qui dure 2 bonnes heures et demie. Donc là, on a 15 minutes, moins 1 minute de transition, donc c'est vraiment très court. Donc on a choisi de vous présenter ce qu'est le panorama, peut-être pour vous donner envie de rejoindre le Clusif. Et ensuite, on a choisi 2 sujets qu'on va très vite brosser dans ces 15 minutes, mais qui nous semblent importants. Alors le Clusif, en quelques mots, on est en zone D24. C'est une association 1901 de la communauté cyber. Il y a à peu près 1500 personnes qui participent, aussi bien des acteurs que des offreurs. Voilà. C'est vraiment le savoir-faire qui est important. Reconnu d'utilité publique par décret du 26 novembre 2024. Donc ça vous donne le niveau de reconnaissance par l'État de notre action. Et puis les activités sont assez classiques, des réunions, des groupes de travail, des livrables, des conférences. L'esprit d'échange, la progression, le partage, c'est vraiment l'esprit du Clusif, avec bien sûr de nouveaux projets pour 2025. Et depuis 25 ans, puisque c'est facile, le premier a eu lieu en 2001, donc le 25e en 2025, le panorama annuel de la cybercriminalité, qui est une conférence correspondant donc au résultat d'un groupe de travail qui se réunit tous les mois, une trentaine de personnes, qui analysent l'actualité en source ouverte, pour en illustrer, en sortir les éléments les plus croustillants, les plus intéressants, les plus anecdotiques ou les plus structurants qui constituent donc la reconnaissance de l'émergence d'une tendance durable, d'un phénomène de fond. Et puis au total, un moment de partage avec tout le monde lors de cette conférence de fin janvier. Et de ce Fig Talk, désormais traditionnel du FIC. Alors on a choisi parmi la vingtaine de thèmes qu'on a abordés et qui sont tous disponibles en replay in extenso sur le site du Clusif, on a choisi de traiter 2 sujets. Alors moi je vais traiter un premier sujet qui est un résumé très rapide, survol furtif de l'actualité plutôt orientée géopolitique de l'année 2024. Et Jérôme parlera après d'un deuxième sujet autour de l'intelligence artificielle. Alors sur la géopolitique, là je vais aller très vite, mais on a effectivement noté en 2024 des hacks qu'on a qualifiés d'inédits. Alors pour différentes caractéristiques qui ne sont pas toutes les mêmes. Le premier qu'on a retenu, c'était en septembre, je crois, 2024, pour les 72 ans de Vladimir Poutine. Des hackers pro-ukrainiens qui ont réussi à procéder à un piratage assez important des télés nationales. Alors, je n'ai plus le nom en tête parce qu'on n'a pas les speaker notes, mais on va dire Radio Moscou 1, Radio Moscou 2, etc. L'équivalent des chaînes de grande audience ont été piratées. Et leur version, donc plus de diffusion, et leur version numérique ont diffusé un message de capitulation, ou d'arrêt des offensives en Ukraine. Donc effectivement, ça n'a pas forcément plu, mais en tout cas, c'était un cadeau d'anniversaire ukrainien. Deuxième hack inédit, alors c'est pas vraiment de la cyber, mais c'est du piégeage de supply chain, et il y a quand même des moyens de communication numériques qui sont mis en place. Donc on a retenu cette attaque qui a eu lieu contre le Hezbollah et contre le beeper du Hezbollah. Donc au début, il y a eu beaucoup de discussions. Maintenant, on sait que c'est un piégeage à long terme. On parle de plus de 10 ans de travail et de préparation. Avec un premier piège qui est l'explosion de beepers qui sont soit dans la poche, soit ils sonnent, vous avez le temps de le prendre à la main et vous êtes peut-être myope, donc vous êtes près du visage. Donc je dis en rigolant, mais c'est un nombre de blessés très grave, très important. Évidemment, côté du Hezbollah. Ensuite, donc voilà le bilan. Ensuite, on a vu que le Hezbollah passe en plan de crise, donc gestion de mode de communication en plan B avec des talkie-walkie
qui servent à gérer la crise et en même temps qui accompagnent ceux qui sont encore survivants aux funérailles de ceux qui sont morts ou à l'hôpital de ceux qui sont blessés. Et là, deuxième salve, les Tokiwoki étaient aussi piégés. Donc on redécapite une deuxième fois le mouvement du Hezbollah. Et entre-temps, évidemment, le Hezbollah avait été initialement convaincu par Israël d'abandonner les moyens de communication modernes comme étant trop faciles, je veux dire, en infiltration et en espionnage. Entre-temps, il ne reste plus que les moyens modernes et la capacité d'Israël à analyser qui rentre à l'hôpital, donc de cartographier complètement le mouvement terroriste, en tout cas ceux qui n'ont pas été éliminés par cette opération. Alors il y a d'autres hacks inédits que vous pourrez trouver dans le replay, mais j'ai choisi que ces deux-là. Évidemment, les JO de Paris 2024, ça a été un gros sujet. C'est évidemment une cible qu'on avait pressentie en fin d'année 2023. Il y a eu effectivement des alertes. Les plus importantes étaient surtout sur la partie ingérence. On a aussi eu des attaques physiques, mais qui se sont révélées être, par exemple, dans la zone du château de Vincennes, une fouine qui mangeait des câbles. Bon, c'est assez traditionnel, mais si c'est la veille de lancement de la cérémonie des JO, ça peut gêner. Et puis des vraies alertes plutôt informationnelles. Donc effectivement, l'équipe a parlé de cybersécurité. C'est pas tous les jours, et ça sera peut-être malheureusement de plus en plus. Mais c'est surtout l'activité de l'Agence nationale de surveillance des ingérences informationnelles, Viginum, en 2024, qui nous a marqué, avec beaucoup de rapports sur les activités russes, et avec un message clair, puisqu'il y a un lien de téléchargement en russe sur la version russe du rapport. Donc on fait savoir, enfin la France fait savoir qu'elle attribue et qu'il n'y a pas de sujet sur qui est en face. Alors beaucoup de publications, donc là je n'ai pas le temps de les documenter, mais des Russes, l'Azerbaïdjan, et puis évidemment un rapport complet sur tout ce qui s'est passé autour des JO. On s'est surtout attardé sur ce qui se passait aux États-Unis, victime des attaques chinoises, donc Volt Typhoon qu'on avait souligné en fin d'année 2023, mais on a trouvé en 2024 un nouveau typhoon parmi un nombre très important de typhoons, Salt Typhoon, qui a donné l'objet à une publication par ce membre du gouvernement. Alors, il y a un zoom. Voilà. Donc, en fait, la situation est tellement grave que les parlementaires exigent un rapport circonstancié avant 17 h le 1er novembre 2024. Parce qu'ils considèrent que tout ce qui a été fait avant par le CISA pour se protéger contre ces intrusions massives chinoises dans les opérateurs de télécom US n'est pas à la hauteur de la crise, puisqu'ils considèrent que l'ensemble des télécoms US sont, on va dire, hors de contrôle, ou en tout cas sous le contrôle de Salt Typhoon. Ah, il n'y a plus de... Voilà, et donc Salt Typhoon, pourquoi c'est grave? Ça génère une proposition, un appel à quitter les télécoms traditionnels et à basculer sur des messageries, on va dire, informatiques chiffrées. Donc quand on voit les débats qu'on a en France, ça fait réfléchir aussi. Mais pourquoi c'est grave? Parce que aussi bien... Ah non, il manque une animation qui a disparu, mais sur ces 3 paragraphes, vous avez un accès qui a eu lieu par les Chinois sur les métadonnées des communications lambda. Donc ça, c'est déjà gênant. Ensuite, des interceptions en direct de communication téléphonique, donc du contenu vraiment de la communication téléphonique dans la région de Washington, juste avant les élections. Donc on peut imaginer qui a été ciblé. Et puis surtout ici, vous avez l'acronyme CALEA, qui est le système d'interception légale américain, qui a été détourné au profit des Chinois. Donc dit autrement, c'est une backdoor gouvernementale qui a été utilisée par un ennemi d'État de grande importance. Donc la démonstration est faite du risque d'introduire ce genre de système. Voilà. Alors, on a parlé de Volt et de Salt Typhoon, mais il y en a beaucoup d'autres, chacun étant spécialisé, attaquant plutôt les technos, plutôt les infrastructures critiques, donc une vraie organisation massive. Et puis le problème de l'attribution, avec Marble Framework, si vous vous en rappelez, c'était dans les fuites de Wikileaks, Snowden, etc. C'était l'outil de la CIA et NSA qui permettait de faire du false flag et donc de masquer les actions des Américains à l'étranger. Donc là, face aux publications américaines, la Chine dit non, c'est pas nous, c'est les Américains qui font eux-mêmes des fausses opérations en se masquant et en essayant de faire retomber le chapeau sur les Chinois. Donc ça devient très compliqué.
Les APT se cachent dans des APT avec des outils d'APT, etc., etc. Donc le détail, c'est essentiellement Matryoshka, donc aussi les Russes. Et puis les Russes qui se font passer pour des Iraniens, pour des Pakistanais. Voilà. Donc, je vous invite à regarder le replay pour avoir plus de détails. Il y a même une APT coréenne. Mais là, c'est le clin d'œil. C'est pour voir si certains d'entre vous vont flasher ou pas. C'est le vrai code barre qui vous envoie sur YouTube, sur ce groupe qui est connu de certains d'entre vous, j'imagine, dont l'hymne c'est APT, APT, APT. Bon, je crois qu'il y en a qui connaissent, mais on ne les dénoncera pas. Mais voilà, le risque, c'est de cliquer sur n'importe quoi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Je vous rappelle qu'on a un ministre du numérique en charge de la protection du système d'information par l'instruction générale ministérielle, etc., etc., mais qui a cliqué, qui a refusé dans un premier temps de collaborer avec l'ANSSI pour l'analyse de son téléphone. Et on retiendra que le rapport final, sans rapport ni avec Pegasus ni avec Predator, donc les outils haut de gamme, c'était juste une opération de phishing, mais il n'y a pas l'animation. Et là, phishing, c'est écrit F-I-S-H. Donc c'est la pêche à la ligne d'origine. Je ne sais pas si le mot vient du journaliste de Libération ou du communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment compris. Donc voilà, donc vraiment survolé et avec beaucoup de regrets, un sujet majeur. Deuxième sujet majeur, l'intelligence artificielle, buzzword ou pas? Alors, buzzword, évidemment, l'intelligence artificielle, je pense qu'on l'a tous vu partout. L'idée, c'est de vous montrer quelques cas très concrets qu'on a repérés dans l'année sur justement les failles et les limites qu'on voit aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, mais aussi son détournement par les cybercriminels. Alors, premier cas intéressant, c'est le cas qui touche Air Canada. Air Canada avait un client qui devait finalement aller à un enterrement. Et donc, il a demandé s'il y avait des réductions pour aller à un enterrement. Et le chatbot de la compagnie lui a répondu, il y a des réductions, mais ne vous en faites pas, prenez l'avion et on vous remboursera après. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que ce n'était pas ça. La réalité, c'est qu'il fallait demander la réduction avant de prendre l'avion. Et la personne concernée par ce cas-là avait eu la bonne idée de garder des captures d'écran de ces communications. Et finalement, a pu attaquer en justice Air Canada pour montrer les limites quelque part de son système. Air Canada a eu une défense devant le tribunal qui était assez intéressante parce qu'Air Canada a dit « Ah oui, mais vous savez, le chatbot, il a sa propre autonomie, il réfléchit tout seul, donc ce n'est pas de ma faute. » Bon, vous imaginez bien qu'effectivement, ils ont perdu le procès et c'est une démonstration très très claire qui fait que voilà, le niveau de confiance qu'on peut avoir dans les IA avant même qu'elles soient attaquées est rapidement atteinte. Et c'est pour ça maintenant que vous savez, sur tous les chatbots qu'on utilise, il y a la petite phrase en bas qui dit « Attention, les informations que vous pouvez avoir ne sont pas forcément fiables ». Bon, vous me direz à quoi ça sert d'avoir un chatbot si les informations ne sont pas fiables. Bon, c'est un des challenges que doit révéler l'IA. Alors là, on n'était pas forcément sur une cyberattaque. Et là, je vais vous en montrer une autre. C'est l'intelligence artificielle utilisée par les cybercriminels. On en entend parler depuis très longtemps. Là, on en a la preuve parce que cette année, un groupe de chercheurs d'HP a analysé un malware dont le code source que vous avez là est extrêmement bien commenté. Vous remarquerez qu'il est même commenté en français. Alors déjà que moi, je ne connais pas beaucoup de développeurs qui commentent bien leur code, en tout cas à ce niveau-là, et bien clairement, l'analyse qui a été faite de la manière dont le code était écrit et de la manière dont les commentaires étaient faits ramenait vers des systèmes d'intelligence artificielle grand public. Et là, on a une des premières preuves concrètes, finalement, que les cybercriminels utilisent l'IA pour accélérer leurs attaques. Alors, on en est au début, heureusement, mais on commence à le voir très concrètement sur le terrain. Autre exemple, peut-être que les plus anciens dans la cyber d'entre vous se souviennent d'un des premiers vers qui est apparu sur Internet qui s'appelait Maurice. Des chercheurs ont fait un vers qui s'appelle Maurice 2 qui s'auto-réplique en piégeant des systèmes d'intelligence artificielle. Comment ça se passe? On envoie un mail. Ce mail est analysé par un système de GenAI que vous avez tous peut-être vu dans vos entreprises et qui va finalement faire des réponses. Sauf qu'à ce moment-là, l'attaquant a réussi à modifier les prompts, la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle sont configurés pour lui dire à chaque fois que tu envoies un mail, ajoute à la fin, en texte blanc sur blanc, des instructions pour d'autres systèmes d'AI pour qu'ils puissent ainsi propager leur attaque
d'email en email, avec quelque chose que nous, humains, on ne voit pas, c'est du texte blanc sur blanc, mais finalement, ce texte va configurer les systèmes d'AI en cascade et permettre la propagation de l'attaque. Donc là, c'était une démonstration par des chercheurs, mais on voit bien toute la potentialité qu'il peut y avoir. Après, vous le savez, les systèmes d'AI, on les attaque par empoisonnement, on va les nourrir avec des fausses données, ils vont sortir des faux résultats. Et bien, il y a une nouvelle technique. Attention, vous allez apprendre un nouveau mot cet après-midi, je pense, c'est l'ablitération. Si je devais le traduire, c'est quasiment la lobotomisation des systèmes d'IA. Pourquoi? Parce que ça consiste à aller dans le fichier qui correspond au modèle d'intelligence artificielle. Vous savez, l'IA, c'est des fichiers de modèles avec des poids sur des différents nœuds à l'intérieur de ce fichier. Et bien, si on va pile à l'endroit où sont les fonctions de sécurité dans le fichier, on peut modifier le modèle et désactiver les fonctions de sécurité qui ont été intégrées dans le modèle. Donc, c'est des nouveaux types d'attaques auxquels il faut se préparer sur l'intégrité des fichiers et des modèles d'intelligence artificielle. Et puis, peut-être pour conclure, parce qu'il est déjà l'heure, il ne faut quand même pas oublier que l'IA va pouvoir être un sérieux allié pour nous tous. On a eu des démonstrations cette année, de Google en particulier, qui a entraîné des IA pour chercher des failles de sécurité. Et on a eu 2 cas sur 2 logiciels très connus. SQLite, une base de données qui est extrêmement répandue, on l'a tous dans nos téléphones aujourd'hui. Et on a également OpenSSL qu'on a partout dans le monde entier pour assurer la confidentialité des communications. Eh bien, Google a réussi à trouver dans ces 2 systèmes qui sont extrêmement surveillés, dont le code est déjà extrêmement revu, à trouver des failles qui n'avaient pas été revues lors d'analyses humaines. Et donc, on voit que l'IA est capable de pousser les analyses de code très très loin. Et donc, on voit qu'elle peut aider les cybercriminels, on voit qu'elle peut amener des failles, mais on voit qu'elle peut aussi nous aider. Et je pense que ça va vraiment être un des sujets intéressants au FIC, de trouver le bon balancier sur l'utilisation de cette technologie dans le futur. Merci Jérôme. Et pour conclure, si vous voulez travailler avec nous, vous pouvez venir nous voir sur le stand D24 et discuter avec les permanents du Clusif. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci à tous.